Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette animation réorganisation et transformation avec pour objectif de mieux connaître les différents leviers juridiques et la communication associée. Avant de se lancer, on voulait vous proposer de partager quelques règles de fonctionnement qu'on commençait tous un petit peu à connaître avec l'habitude qu'on a pu prendre sur 2020 pour les visios. Donc, ce qu'on voulait vous proposer, et puis de toute façon, vous allez l'avoir par défaut, c'était d'avoir vos webcams qui sont coupés. Vos micros sont également coupés, mais vous avez la possibilité de nous poser des questions via le Q&A qui est à votre disposition. Donc, vous avez la possibilité de nous envoyer des questions, des remarques au fur et à mesure. N'hésitez surtout pas parce que sinon, on risque de passer 1 heure et demie en mode grande discussion entre nous, mais sans réel intérêt pour vous. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à participer, à échanger. C'est les contraintes de la visio. On aurait préféré vous voir tous et toutes en face à face, bien évidemment. Ce sera peut-être le cas à un autre moment. Mais en attendant, on espère que vous pourrez profiter de cette soirée, poser surtout toutes les questions qui vous semblent importantes et rebondir au fur et à mesure de nos échanges. Dans tous les cas, on a prévu un moment de libre discussion à la fin de notre présentation. On va attendre encore quelques personnes qui devraient nous rejoindre. Mais entre-temps, Emmanuel, je vais te laisser la main pour faire l'introduction au nom de la DFCG, si ça te va. Merci Marion. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de la DFCG, je vous souhaite une excellente année 2021, bien meilleure que celle écoulée. Enfin, j'espère. Petit rappel pour ceux qui viennent pour la première fois, la DFCG est une association nationale des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion. Cependant, des enseignants ou des conseils d'entreprise dans le domaine de la gestion, des finances ou des systèmes d'information en sont également membres. Elle est composée de 3000 membres environ et répartie sur 14 régions. Elle organise environ près de 400 manifestations par an. L'association accentue sa dynamique dans les régions. En l'occurrence, la DFCG Bretagne et Pays de la Loire compte environ 400 adhérents. Ces missions, eh bien, ce sont avant tout l'enrichissement professionnel et le développement des compétences des membres à travers l'échange d'idées ou d'expériences dans le cadre de diverses manifestations. Ce qui nous amène à celle de ce soir. Cette soirée est organisée dans le cadre de la commission carrière et évolution de la DFCG en partenariat avec Expectra Search. À ce sujet, j'en profite immédiatement pour remercier Laurence Magré d'Expectra pour sa fidèle collaboration et l'organisation d'un certain nombre de manifestations pour notre région. Merci Laurence. Juste un petit mot sur notre commission. Au niveau des Pays de la Loire et de la Bretagne, elle est animée par 3 membres, Emmanuel Villot, Bruno Desfontaines et moi-même. Je sais qu'Emmanuel et Bruno doivent être parmi les membres ce soir. Son objectif est de proposer aux membres une rencontre mensuelle sur un thème qui permet d'enrichir la réflexion des membres sur le plan professionnel et personnel. À ce titre, nous sommes très attachés à la présence de témoins parmi nos membres pour illustrer nos thèmes. Et ce soir, vous en aurez, vous allez voir. Nous souhaitons qu'elles répondent au maximum aux attentes des membres et toutes les propositions de thématiques sont les bienvenues. Je refais un appel parmi les membres. N'hésitez pas à nous consulter, l'un des 3, pour nous proposer des thèmes qu'on n'aurait pas exploités jusqu'ici. Je rappelle que ces rencontres sont ouvertes aux membres, mais pas seulement. Les non-membres aussi sont également les bienvenus, ce qui permet de faire découvrir notre association. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est un bon biais pour découvrir l'association. Déjà, je vous annonce nos prochaines rencontres prévues en février. Le 9 février, retenez, on aura un échange sur les réseaux sociaux, côté recruteur, côté recruté avec l'APEC cette fois. Le 16, toujours avec Expectra, nous aurons un échange sur les rythmes de travail.
notamment sur les points clés du télétravail. Puis là, je ne vais pas épiloguer sur mars et avril. Déjà, c'est un bon programme pour février. Et je laisse la parole peut-être à Laurence ou à Jean-Baptiste. Bonjour, Jean-Baptiste Cercelin. Donc, j'interviens au nom d'Expectra Search, dont je suis le directeur. Et donc, j'ai effectivement la chance de travailler avec Laurence Magret, dont je connais la capacité à être proche de ses clients et à les accompagner dans la durée. Donc, merci Laurence pour toute cette organisation aussi. Merci à la DFCG pour ce partenariat qui est qualitatif, qui est un partenariat aussi de fidélité, qui dure depuis un moment déjà. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter du contenu à valeur ajoutée à vos adhérents. Et c'est aussi une occasion de faire connaître le cabinet Expectra Search. Et je veux bien le slide d'après. Voilà, juste 2 mots sur Expectra Search. Donc, c'est un cabinet qui a une envergure nationale. Donc, nous sommes une trentaine de consultants qui sont répartis effectivement sur l'ensemble du territoire. Alors, la région qui nous intéresse au sens large, c'est la région ouest. Donc, on est effectivement présent sur Nantes et sur Rennes. Donc, on est organisé par expertise métier. Donc, moi, c'est une région qui me tient à cœur. J'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois parce que je suis né à Brest et ma maman est dans le golfe du Morbihan. Donc, c'est là que j'ai mes origines et c'est là que je me sens bien. Voilà, je suis un homme de la mer et donc, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Le cabinet Expectra Search, il appartient au groupe Randstad, tout comme la filiale HRCP. Et nous, notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans le recrutement de leur cadre supérieur et de leur cadre dirigeant. Donc, nous procédons par approche directe et éventuellement par chasse de tête si besoin pour répondre aux attentes des clients. Donc voilà, grosso modo, la présentation du cabinet Expectra Search que vous connaissez bien. Et je sais que pour toute question, vous connaissez bien Laurence et vous saurez la solliciter. Donc, merci à vous. Marion, je te laisse la main. Charles, également. Bonjour à tous. Je suis Charles Bardon, je suis le directeur région ouest du cabinet HR Consultancy Partners, qui est donc la filiale conseil RH du groupe Randstad. D'abord, merci de participer à ce webinaire qui se déroule à un horaire qui est normalement celui de l'apéritif ou du cocktail. Et on a tous l'espoir qu'un jour, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, on pourra de nouveau se réunir autour d'un verre. Mais en attendant, on se réunit autour d'un ordinateur. Voilà, juste très rapidement avant d'aborder le cœur du sujet, un mot sur qui on est. Je vous l'ai dit, cabinet conseil du groupe Randstad avec 3 activités. Je vais même résumer par rapport à ce qui est indiqué sur ce slide. Une activité accompagnement des transformations, c'est-à-dire accompagnement des réorganisations, à la fois en amont, donc tout ce qui est stratégie, ingénierie sociale, un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire comment je peux adapter mon entreprise et quels sont les différents leviers juridiques dont je dispose, et à la fois dans la partie accompagnement des salariés éventuellement concernés par une suppression de leur poste, donc dans leur remplacement. Un deuxième pôle qui est le pôle qualité de vie au travail, où là on retrouve toutes les prestations autour de la santé, de la sécurité au travail, de la prévention, de la gestion des risques psychosociaux, et un département développement du capital humain, où là on retrouve des prestations de type bilan de compétences, coaching, évaluation, assessment center, etc. Pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi on a souhaité vous proposer cette thématique? Mais en fait, c'est tout simplement parce que on vit aujourd'hui tous une crise sanitaire qui a des conséquences économiques et qui est une crise inédite. Et pour le coup, les conséquences économiques qu'a cette crise sont elles aussi inédites. Et du coup, on apprend un petit peu en marchant. Ça nous semblait utile de pouvoir vous donner quelques clés face à cette situation. L'originalité de cette crise, elle tient dans le fait qu'elle est consécutive à une crise sanitaire et elle a pour originalité d'être à la fois profonde, mais de ne toucher aujourd'hui en tout cas que certains secteurs d'activité, pas tous les secteurs d'activité. Certains secteurs d'activité se portent aujourd'hui très bien, aussi bien qu'avant la crise, alors que d'autres sont très impactés, voire totalement impactés, hein, comme le secteur aéronautique ou l'hôtellerie ou d'autres secteurs que je pourrais citer. C'est pas une crise généralisée. Et l'autre
l'autre élément original de cette crise, c'est son côté imprévisible et à la fois pourtant par essence temporaire. C'est-à-dire que cette crise, elle est liée à une épidémie, donc théoriquement, elle ne doit pas durer, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit prêt, qu'il faut qu'on anticipe un redémarrage. Et à la fois, c'est quasiment impossible, ou c'est très difficile en tout cas, de prévoir quand ça va redémarrer et à quelle vitesse ça va redémarrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises qui nous sollicitent quand elles doivent, quand elles sont contraintes d'adapter leur organisation parce qu'il y a une chute d'activité, elles ont aussi toutes à cœur d'anticiper l'avenir et de préserver leur structure, leur organisation pour être en capacité justement de redémarrer le jour J, mais tout ça sans savoir exactement quand sera le jour J. Et c'est pour ça que de plus en plus, on nous demande de l'aide pour identifier tous les leviers juridiques, utiliser tous les leviers juridiques qui existent pour à la fois réorganiser, parfois en profondeur, mais à la fois limiter au maximum l'impact social, limiter au maximum les suppressions de postes pour être en capacité de redémarrer. Et pour ça, il y a différents outils juridiques qui existaient déjà et qu'on utilise de plus en plus, qui n'étaient pas forcément autant usités avant, comme la RCC par exemple. On recourt toujours à des dispositifs comme le PSE, comme le PDV, mais ils vont souvent être couplés ou ils vont être articulés ensemble, articulés avec des dispositifs totalement contextuels comme la PLD ou la PC, l'accord de performance collective, de manière justement à limiter le périmètre des postes supprimés et l'impact social de cette réorganisation. Alors, avant de rentrer dans le... En fait, l'idée, hein, c'est qu'on balaye un petit peu tous ces outils, tous ces leviers juridiques. On vous les présentera. Bien sûr, on ne pourra pas rentrer totalement dans le détail de chaque levier juridique, sinon il nous faudrait plutôt 3 ou 4 jours. Donc, on va essayer de les balayer dans leur contenu, mais de les mettre en perspective hein, par rapport aux enjeux qu'ils représentent. Une première manière de les mettre en perspective, c'est ce schéma, où là, vous pouvez voir, en fait, selon deux critères, l'abscisse et l'ordonnée, c'est à la fois donc classer ces différents leviers juridiques, à la fois par rapport à leur précision et à la fois par rapport à la facilité ou non de les négocier. On le verra d'ailleurs au fur et à mesure de cette présentation, le choix des leviers est souvent lié à la qualité du dialogue social qui existe dans l'entreprise. Et donc, il se trouve que bien souvent, un dispositif qui peut être très précis, c'est aussi malheureusement souvent celui qui va être le plus complexe à négocier avec les partenaires sociaux. Je prends l'exemple du PSE. Le PSE, même s'il est très long à négocier, il est très précis. Il y a un nombre de postes qui est défini, il y a des critères, il y a des catégories professionnelles qui sont définies. Donc, a priori, l'objectif défini au départ sera atteint. Mais il y a une complexité en termes de dialogue social parce que ce sont des négociations qui sont longues et impactantes et difficiles. À l'inverse, la GEPP, on veut dire à l'autre bout du schéma, donc ce qu'on appelait avant la GPEC, donc les accords GEPP permettent aussi de faire de la mobilité externe, mais dans un cadre beaucoup plus souple, ce qui fait que là, pour le coup, il n'y a pas de garantie d'atteinte de l'objectif éventuel de suppression de poste. En revanche, c'est beaucoup plus facile à négocier. Voilà, on essaie après de situer ces différents dispositifs qu'on va regarder ensuite ensemble. La RCC qui est un petit peu un entre-deux, même si on reste basé totalement sur du départ volontaire, donc sans garantie d'atteinte de l'objectif de départ. La PLD qui est un peu à part parce que c'est pas un dispositif qui permet de supprimer des postes, mais quand même de réduire le volume d'activité. Donc ça peut permettre de faire face à une difficulté, face à une baisse d'activité, tout en étant très facile à négocier puisque c'est un dispositif, on le verra, qui est assez avantageux et qui est très poussé, porté d'ailleurs par le gouvernement. Et l'accord de performance collective qui est un peu particulier, qui n'est pas fait pour supprimer des postes lui non plus, et qui peut être pour le coup très compliqué à négocier parce que très impactant socialement, on y reviendra. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir passer assez rapidement sur cette slide puisque le panorama des dispositifs qu'on va voir, je viens de le faire, le PSE ou PDV, hein, donc qui est celui qui nécessite une procédure particulière de négociation qu'on appelle la formation-consultation et qui nécessite de justifier économiquement le projet, l'accord de performance collective qui ne nécessite pas
de justification économique ni de stipulation obligatoire, d'ailleurs on le verra, la RCC basée sur le volontariat et l'accord de congé de mobilité, donc qu'on peut retrouver soit dans la GEPP, soit dans la RCC. Alors, l'APLD, activité partielle de longue durée. D'abord, il faut bien avoir à l'esprit que c'est un accord collectif, hein, donc il doit être négocié avec les organisations syndicales et obtenir la majorité des voix, donc 50%. Il peut y avoir des accords de branche, et d'ailleurs il en existe déjà. On cite celui de la métallurgie parce que c'était le premier, mais il y en a d'autres. Le Syntec a négocié un accord de branche. D'autres sont en cours, je crois qu'il y en a une vingtaine qui sont aujourd'hui en cours de négociation. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre en place une activité partielle de longue durée, soit par un accord collectif d'entreprise, donc en obtenant plus de 50% des voix via vos OS, soit parce que votre branche a déjà négocié un accord au niveau de la branche, et dans ces cas-là, il vous suffira d'un accord unilatéral, et donc pas forcément un accord majoritaire. L'activité partielle de longue durée, c'est un accord qui va permettre de réduire l'activité des salariés, de tous les salariés, ou d'une catégorie des salariés, on y reviendra, et donc de permettre de chômer une partie de leur temps dans la limite de 40%. Donc, dans la limite de 40%, sachant que il peut y avoir des dérogations, je ne m'étendrai pas trop sur ces dérogations parce que les conditions d'accès pour déroger jusqu'à 50% sont assez floues, mais disons qu'il faut connaître une situation de crise particulièrement forte pour pouvoir demander cette dérogation, et c'est la directe qui décidera si oui ou non on peut aller jusqu'à 50%. Mais de base, la limite d'heures chômées est de 40%. Donc on peut négocier un APLD dans la limite de 24 mois continus sur 36 mois. Donc c'est 2 ans d'APLD maxime, et ça peut s'étaler sur 3 ans. Ça veut dire tout simplement qu'il peut y avoir des périodes où on ne fait plus d'APLD pendant ces 3 ans. Et c'est par période de 6 mois. Pendant l'activité partielle de longue durée, alors l'APLD, il est soumis à validation de la directe, hein, ça c'est une chose importante. Donc cette validation, elle est de 15 jours, donc le délai de validation est de 15 jours dans le cas d'un accord majoritaire, et 21 jours s'il s'agit d'un document unilatéral en application d'un accord de branche. Et donc, si la directe donne son accord, hein, elle vérifiera bien sûr toute la procédure est respectée et que les conditions sont bien conformes à la loi. On peut mettre en œuvre cet accord, donc qui prévoit une rémunération des salariés à hauteur de 70% de leur brut. Donc, c'est l'entreprise qui continue de rémunérer ses salariés, et l'entreprise est indemnisée par l'État à hauteur de 60% de cette rémunération. Donc, sachant que pour ceux qui ont suivi un petit peu la PLD, il était prévu à un moment donné, avant le mois d'octobre, qu'il y ait, pour les accords négociés après le 1er octobre 2020, une réduction de cette prise en charge. Au final, ce projet a été abandonné, et donc on reste bien à une prise en charge de 60% de la rémunération brute pour tous les accords APLD qui sont négociés, sachant que à date, on peut négocier, il est prévu qu'on puisse négocier un accord APLD jusqu'au 30 juin 2022. Chose importante, c'est que c'est l'APLD qui définit les engagements en termes d'emploi, mais il nécessite des engagements en termes d'emploi. Ce qui veut dire que, a priori, si on fait un accord d'APLD, on ne peut pas, par exemple, mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi en même temps. Sauf que l'APLD vous pouvez prévoir dans votre accord qu'il ne s'adresse qu'à une catégorie de salariés, qu'à un service, qu'à une unité, qu'à une catégorie professionnelle. Et donc, l'interdiction de licencier ne va s'appliquer qu'à cette catégorie, qu'à la catégorie qui est concernée par l'APLD. Ce qui fait que vous pouvez très bien, à la fois de manière concomitante, avoir un accord d'APLD et mener un PSE, si tant est que les deux ne concernent pas la même catégorie. C'est d'ailleurs aujourd'hui quelque chose qu'on voit de plus en plus. Hein. C'est une des solutions, comme je vous disais, qu'ont trouvé les entreprises pour limiter l'impact social de la réorganisation. C'est ce recours à l'APLD qui est très porté par le gouvernement. Alors parfois, l'APLD est négocié avant de lancer une négociation de plan sauvegarde de l'emploi. Parfois, il est négocié pendant, parfois après. Mais l'objectif est toujours le même. C'est de réduire la voilure, entre guillemets, du nombre de postes supprimés. Ce que j'ai beaucoup vu, moi, ce qu'on voit de plus en plus,
c'est des accords APLD qui concernent ce qu'on appelle les salariés directs. Donc là, je parle du secteur industriel. Donc, ils vont plutôt concerner les ouvriers de manière à éviter les suppressions de postes dans les catégories d'ouvriers. Et à l'inverse, un plan de sauvegarde de l'emploi qui, lui, va supprimer des postes uniquement dans les catégories qu'on appelle indirectes, c'est-à-dire plutôt les services support, sièges de l'entreprise. Toujours, encore une fois, dans l'esprit d'être prêt à un éventuel redémarrage. Donc, en fait, tu te laisses du temps en signant un APLD. Ça te permet d'être dans un contexte où tu bottes en touche un petit peu les difficultés sur une catégorie de collaborateurs. Tu les mets en réserve. C'est très moche, je suis désolée du terme, mais pour la reprise. Effectivement, l'APLD est vraiment fait pour ça. C'est-à-dire que il a été inventé, entre guillemets, par les pouvoirs publics pour justement permettre aux entreprises de passer la crise. Le fait est que pour beaucoup d'entreprises, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que cette limite à 40% d'heures chômées, ça ne couvre pas la chute d'activité, parce que tout simplement, parfois, la baisse d'activité est bien supérieure à 40%. Et de la même manière, dans certains secteurs, et là, je peux prendre l'exemple de l'aéronautique, on n'est pas certain que 2 ans, ça suffise. Il est prévu un redémarrage, bien sûr, avant 2 ans, mais pour retrouver le niveau d'activité que les entreprises de l'aéronautique avaient avant la crise Covid, beaucoup d'experts estiment que ce ne sera pas avant 2025. Donc, ce qui fait que bien souvent, l'APLD ne suffit pas à résoudre le problème de baisse d'activité, mais clairement, il va quand même permettre de largement limiter l'impact social de la réorganisation. Et comme je le disais, les pouvoirs publics poussent vraiment le recours à ce dispositif, ce qui fait même qu'on en est arrivé à une situation où maintenant une entreprise qui souhaite se réorganiser, notamment au travers d'un plan de sauvegarde de l'emploi, doit, si jamais elle ne recourt pas à l'APLD, doit se justifier. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de négocier un plan de sauvegarde de l'emploi sans expliquer pourquoi on n'a pas recouru à l'APLD, ou alors il faut négocier ce PSE en recourant à l'APLD. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions au fur et à mesure, à les poser dans le chat, hein, comme on vous disait tout à l'heure. Je te laisse nous parler de la PCD, du coup. Ouais, non, on laisse un petit peu de temps entre chaque sujet de manière à ce que vous puissiez poser vos questions le cas échéant. Donc, l'accord de performance collective. Donc, là aussi, on est dans le cadre d'un accord majoritaire qui doit être négocié avec ces organisations syndicales et donc qui doit obtenir la majorité des voix. L'accord de performance collective, par essence, est un accord à vocation temporaire. Si on ne prévoit pas d'ailleurs sa durée, il est limité de fait à 5 ans. La plupart du temps, les accords prévoient une certaine durée. Alors, ils n'ont pas été inventés spécifiquement pour résoudre des difficultés économiques. Ça peut parfois d'ailleurs être même l'inverse, plutôt faire face à une croissance d'activité. À la base, ça n'a pas été fait pour ça. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler. Alors, je dis on en entend de plus en plus parler parce que le recours à l'APC, qui a été très envisagé au premier mois du confinement, aujourd'hui est de plus en plus manié avec prudence et je pense à raison, puisqu'il y a eu quand même quelques mauvais exemples de mon point de vue. Alors, cet accord de performance collective, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un accord qui va permettre de modifier de manière autoritaire, entre guillemets, les contrats de travail sur 3 domaines: la durée du travail, la rémunération et les conditions de la mobilité professionnelle. Donc, ça veut dire que ce qui va être négocié dans le cadre de cet accord va s'imposer au contrat de travail des salariés concernés par l'accord. Si les salariés refusent, de fait, il peut être licencié. C'est ce qu'on appelle un licenciement pour motif sui generis, c'est-à-dire que le fait même de refuser cette modification du contrat imposé par l'APC peut entraîner un licenciement. L'employeur n'est pas obligé de licencier, mais ça peut entraîner un licenciement dans un délai de 2 mois. Donc concrètement, aujourd'hui, l'accord d'activité, accord performance collective, pardon,
est envisagée par les entreprises, tout simplement, bien souvent pour éviter des suppressions de postes. C'est souvent ça qui est mis dans la balance. Une entreprise va essayer de faire des économies en évitant au maximum de supprimer des postes. Bon. Sauf que la réalité, là encore, c'est que on peut très bien négocier un APC en même temps qu'une ERCC ou en même temps qu'un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, l'APC ne va pas forcément empêcher tout licenciement, sachant que l'accord de performance collective ne prévoit pas de stipulation obligatoire. On doit attacher une attention, on va dire, particulière au préambule, à la justification de cet APC, mais pour autant, il n'y a pas de stipulation obligatoire, il n'y a pas d'engagement obligatoire à prendre quand on négocie un APC. Je dirais que du coup, la vraie problématique de cet accord, elle se situe plutôt dans son impact social, qui est très important et qui du coup le rend quand même très difficile à négocier. Encore une fois, on parle de modifier le temps de travail, on parle de modifier les conditions de la mobilité, on parle de modifier la durée du travail, donc c'est pas neutre. Théoriquement, un accord de performance collective permet de réduire une rémunération. Alors bien évidemment, il faut respecter les minima légaux, il faut respecter les minima conventionnels, mais dans le respect de ces minima, on peut réduire une rémunération. Dans la réalité, négocier aujourd'hui avec des partenaires sociaux une réduction de la rémunération, même si c'est dans la balance avec des suppressions de postes, ça sera excessivement compliqué. Il y a des entreprises qui ont essayé de le faire et qui s'y sont cassées le nez, et on comprend. Évidemment, les salariés ont aussi besoin quand même de pouvoir maintenir leur train de vie. Donc l'APC, de mon point de vue, doit être utilisé vraiment avec parcimonie, plutôt en complément, plutôt si on joue sur des éléments de rémunération, plutôt jouer sur des éléments de prime et de manière temporaire, pour à la fois pouvoir faire une économie, mais à la fois que ça soit pas trop impactant pour la vie quotidienne des salariés. De même que sur les conditions de la mobilité, il y a eu des abus, hein, clairement, je ne citerai pas de nom, mais certaines entreprises qui ont utilisé un APC pour fermer un site, voilà, tout simplement en prévoyant la mobilité de l'ensemble des salariés d'un site vers un autre site appartenant au groupe. Sauf que ce site était situé à plusieurs centaines de kilomètres, donc automatiquement, ça engendrait le refus de la quasi-totalité des salariés concernés. Donc là-dessus, et sur d'autres sujets comme la rémunération, le gouvernement a publié dans le courant de l'été un question-réponse et notamment a précisé qu'il n'était pas possible de fermer un site par l'intermédiaire d'un accord de performance collective et que quand on souhaitait fermer un site, il fallait bien entendu recourir au plan de sauvegarde de l'emploi qui était le seul levier juridique qui permettait de le mener. Donc, il y a un certain nombre de réponses et de précisions qui sont apportées, qui ont été utiles et qui, je pense, ont recadré un peu les choses parce que ça partait certainement dans le mauvais sens avec des partenaires sociaux qui, comme tout le monde, ont pris la crise voilà, sans prévoir et donc pas forcément en étant préparés à tout ça et qui, petit à petit, ont aussi pu évoluer dans l'appréhension des choses et dans la manière de réagir. Si vous avez des questions, Jean-Baptiste pourra se faire le porte-parole. Alors, j'en vois une. Alors, il y a une question, effectivement. Donc, le salarié supporte seul le manque à gagner de la réduction du TT négocié via APC, point d'interrogation. Alors, salarié. C'est une question. Le salarié supporte seul le manque à gagner de la réduction du temps de travail. Alors, si je comprends bien la question, hein, en fait, s'il y a une réduction de temps de travail, évidemment, si elle est prévue seule, sans rien d'autre, ça entraînera une baisse de la rémunération. Donc, dans ces cas-là, le salarié supportera cette baisse de rémunération automatiquement. Dans les faits, pour ce qui est du temps de travail, ce qu'on a plutôt vu, c'est une augmentation du temps de travail qui n'impliquait pas, pour le coup, d'augmentation de la rémunération. C'est plutôt dans le sens inverse.
hein, donc ce qui permettait de maintenir la rémunération tout en augmentant le temps de travail. L'inverse sincèrement a été peu vu, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, si on veut réduire le temps de travail du fait d'une baisse d'activité, c'est quand même beaucoup plus facile de négocier un accord de performance, un accord d'activité partielle de longue durée, un APLD, qu'un APC. Il y a une autre question, Charles. Dans un cas de signature d'un APC, il n'y aura pas d'activité partielle qui sera financée par l'État ou est-ce que c'est possible? Si à côté il y a un accord d'activité partielle de longue durée, il pourra y avoir un financement de l'État dans les conditions prévues par l'APLD. L'APC n'exclut pas de négocier à côté un accord d'activité partielle de longue durée ou même un accord d'activité partielle classique. On continue, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure. Alors, la GEPP, donc ex-GPEC, en tout cas c'est le nom qu'on donne maintenant aux accords de GPEC, mais tout ça fait partie d'un tout, hein, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ces accords sont obligatoires pour les entreprises de plus de 300 salariés, facultatifs pour les autres, mais ça ne leur interdit pas d'en négocier. À la base, un accord de GEPP, il est fait pour accompagner l'entreprise dans l'évolution de son organisation, qui permet de faire une analyse d'une situation de départ, il permet d'identifier une organisation cible ou d'identifier une évolution nécessaire des compétences des salariés par rapport à une évolution de l'activité et de définir tous les outils, tous les éléments qui vont permettre d'accompagner justement l'évolution de ces compétences, donc, par exemple comme de la formation. Ça, c'est, on va dire, l'objet de base d'une GEPP, anticiper l'évolution de l'entreprise et l'évolution des besoins en compétences. Aujourd'hui, les accords GEPP sont plus globaux que ça. Enfin, disons qu'ils ont toujours pour objectif d'anticiper, mais cette anticipation, elle peut aussi inclure un volet de mobilité externe. Tout simplement, en fait, ce qui se passe bien souvent dans les accords GEPP, c'est qu'on va définir des catégories. Je schématise volontairement, mais bien souvent, on retrouve 3 catégories. Une catégorie des salariés qui sont sur des postes qui sont plutôt en croissance, donc on va dire que c'est les postes de demain, où là, éventuellement, il peut y avoir de la formation, mais pas de disparition des postes en question, au contraire, une pénurie. Il y a des catégories d'emplois qui seront stables, et il y a des catégories d'emplois qu'on va appeler sensibles, c'est-à-dire c'est plutôt les emplois qui vont être amenés à évoluer beaucoup, voire à disparaître. Et on va pouvoir définir des mesures en fonction de ces catégories, et donc adapter à chaque situation de chaque catégorie d'emploi. Typiquement, pour la catégorie des emplois sensibles, on va pouvoir proposer des mesures d'accompagnement pour développer les compétences requises, mais si vraiment les emplois disparaissent, il y aura aussi des mesures pour accompagner la mobilité externe. Et là, en l'occurrence, c'est le congé de mobilité qui va être utilisé. Donc, le congé de mobilité, on y reviendra. C'est aussi un dispositif qu'on peut retrouver dans la rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité, en fait, c'est un dispositif qui permet aux salariés de rester dans l'effectif de l'entreprise, de rester rémunéré par l'entreprise par une allocation de congé de mobilité et de pouvoir consacrer son temps à son projet externe, donc que ce soit un projet de reconversion, que ce soit un projet d'emploi à l'extérieur, que ce soit un projet de création d'entreprise. Il va pouvoir consacrer son temps pendant une durée déterminée, hein, qui peut varier de 4 à 12 mois, consacrer son temps à son projet tout en étant rémunéré par l'entreprise. C'est ça le principe du congé de mobilité qui emporte rupture amiable du contrat, enfin rupture d'un commun accord, dès qu'il se termine. L'accord GEPP peut aussi prévoir, peut aussi inclure en fait un accord de performance collective, bien souvent, justement pour encadrer la mobilité interne. L'accord GEPP va inclure un accord de performance collective, justement, d'encadrement des conditions de la mobilité interne, qu'elles soient fonctionnelles ou géographiques. Donc là encore, hein, si des éléments d'un APC sont inclus dans une GEPP, ils vont s'imposer au contrat de travail des salariés.
Donc, outil préventif versus curatif, oui, parce que par essence, la GEPP, c'est un outil d'anticipation, je l'ai dit. Dans les faits, dans la réalité, un certain nombre d'entreprises y ont recours aussi pour adapter leur effectif. Et donc, ça implique aussi des baisses d'effectifs hein, au travers de ce congé de mobilité que j'ai évoqué. Maintenant, sincèrement, c'est quand même des dispositifs qui nécessitent de la préparation, qui nécessitent du temps. Ça me semble compliqué aujourd'hui pour une entreprise qui ne l'aurait pas déjà mis en place ou qui n'aurait pas mis en place une GEPP qui prévoit le congé de mobilité, par exemple, de répondre à l'urgence de la crise et d'adapter son effectif de manière rapide. D'autant plus que, bien sûr, dans le cadre d'une GEPP, s'il y a des départs, c'est forcément des départs uniquement basés sur le volontariat. On continue, a priori, il n'y a pas de questions, vous n'hésitez pas, hein, comme toujours. Alors, la rupture conventionnelle collective, j'en ai beaucoup parlé déjà en substance. C'est vrai que c'est un dispositif juridique dont on entend depuis le début de la crise beaucoup parler, qui s'est beaucoup développé. Là encore, c'est un dispositif qui se négocie par accord collectif, avec simplement une information du CSE. C'est un dispositif qui permet d'organiser le départ volontaire de salariés sans motif économique. Donc c'est ça qui était d'ailleurs à l'origine de sa création. C'est en quelque sorte un plan de départ volontaire, sauf que celui-ci ne nécessite pas de justification économique. Dans les faits, c'est pas tellement ça aujourd'hui qui a fait que son utilisation a explosé, parce que les motifs économiques, ils existent. C'est plutôt parce que c'est, a priori, plus rapide à négocier. Le plan de sauvegarde de l'emploi, on verra un peu après, se négocie au travers de délais préfixes qui peuvent être assez longs. Il n'y a pas de délai préfixe pour négocier une rupture conventionnelle collective. Donc, si le dialogue social est bon, on peut négocier un accord de rupture conventionnelle collective en 2 mois, voire même parfois 1 mois, et donc lancer son processus d'adaptation d'effectifs de manière assez rapide. Et toutes les entreprises qu'on accompagne qui ont eu recours à RCC l'ont utilisé pour cette raison-là, mais j'insiste sur le fait que c'est très dépendant de la qualité du dialogue social, puisque à l'inverse, si le dialogue social n'est pas bon et qu'on entame une négociation de RCC, ça peut totalement s'éterniser. Il n'y a pas de délai préfixe, donc ça peut se retourner contre nous. Et c'est une négociation qui peut durer des mois sans jamais aboutir. Donc ça peut être un double tranchant. Il faut bien connaître ses partenaires sociaux et pouvoir anticiper ce point-là. Donc c'est l'accord qui va prévoir le nombre maximal de départs envisagés. Donc concrètement, vous allez dire, voilà, je souhaite mettre en place un accord de rupture conventionnelle collective avec un objectif de 50 départs. C'est un objectif et ces départs ne pourront se faire que par le biais de départs volontaires. Ce qui veut dire concrètement que si, à la fin de l'accord, à la fin de la période d'ouverture du volontariat, cet objectif de départ n'est pas atteint, vous ne pourrez pas licencier derrière, puisque la RCC est exclusive de tout licenciement. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, la réalité quand même, c'est que là encore, par la force des choses, on est obligé de triturer un petit peu tous ces dispositifs juridiques dans tous les sens. Un accord de RCC, il a une durée. Donc on détermine la durée de validité de cet accord en amont. Il n'y a pas de durée minimale définie, contrairement à ce que peuvent dire certaines directs. Même si on pourrait se dire 12 mois, ça semble assez raisonnable. Bon, il se trouve qu'il y a beaucoup d'accords de RCC, compte tenu du contexte, qui sont négociés sur des durées de 6 mois. Ce qui veut dire concrètement que, passé ces 6 mois de validité de l'accord, l'entreprise pourra lancer, si elle le souhaite, une négociation pour un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est tout à fait légal et dans les faits, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Et là encore, c'est le côté inédit de cette crise. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont lancé des dispositifs d'adaptation, que ce soit RCC ou PSE, au début de la crise, bien souvent en juin, en faisant des estimations d'activité à l'époque. Et sauf que il se trouve que l'activité est bien en dessous de la pire des hypothèses aujourd'hui
et donc elles sont contraintes de lancer un nouveau dispositif de réorganisation. Donc, on a des entreprises qui ont fait des PSE qui enchaînent sur une ERCC ou inversement. Donc, c'est possible. Encore une fois, la durée de validité de cet accord est prévue dans l'accord et donc rien n'interdit de faire un PSE à l'issue. En revanche, il est totalement impossible de faire des licenciements pendant la durée de l'accord de rupture conventionnelle collective. Donc, pour précision, cet accord, il fait l'objet lui aussi d'une validation par la directe. Donc, la directe qui met 15 jours à valider. Alors, la directe prend 15 jours pour valider à compter du dépôt du dossier complet. J'insiste là-dessus, puisqu'on a parfois des directs qui disent je vais d'abord vérifier que le dossier est complet et quand j'aurai considéré qu'il est complet, on va faire partir le délai de 15 jours. Donc voilà, il faut là aussi à la fois bien connaître ses partenaires sociaux et bien connaître sa directe. C'est deux éléments très importants quand on veut mener un processus d'adaptation. Et la directe, elle va regarder pour valider cet accord, bien sûr sa conformité, la conformité du processus, la présence de toutes les clauses obligatoires, mais aussi la qualité des mesures sociales. Une rupture conventionnelle collective doit prévoir des mesures. Et comme je l'écris ici, elle doit obligatoirement prévoir des mesures, mais il n'y a pas de mesure obligatoire. C'est-à-dire que ça va être quelque part dépendant de la négociation et du dialogue social, et à la fois dépendant des attentes de la directe. Aujourd'hui, les directs sont plutôt favorables à des RCC que des PSE, clairement, la plupart des directs, parce que ce n'est pas le cas de toutes. Parfois, les directs vont indiquer à l'entreprise que si elle souhaite supprimer des postes, ça ne peut être que par un PSE. Mais la plupart du temps, ils sont plutôt favorables à condition qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui soient suffisantes. Et ces mesures d'accompagnement suffisantes, c'est de la formation, des budgets formation, c'est des primes pour aider à la création d'entreprise, et c'est aussi le congé de mobilité. Donc, le congé de mobilité que j'ai présenté pour la GEPP, on le retrouve dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, donc c'est la même chose, c'est un dispositif qui permet aux salariés de rester, encore une fois, dans l'effectif de l'entreprise, rester rémunérés par une allocation de congé de mobilité, mais de se consacrer à temps plein à son nouveau projet, sur une durée qui est prévue dans l'accord. Donc ce congé de mobilité, de fait, il a un coût, puisque la rémunération, encore une fois, est versée par l'entreprise, mais c'est un dispositif qui est de plus en plus réclamé par les directs. Quand on veut obtenir la validation d'un accord de rupture conventionnelle collective, bien souvent, on est plus ou moins contraint de prévoir un congé de mobilité dans cet accord. Moi, j'ai souvent la remarque d'interlocuteurs clients qui me disent « c'est génial, une RCC, ça va me coûter moins cher qu'un PSE ». Très bonne réflexion, Marion, parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on entend souvent. Bien, pas forcément. Pas forcément, puisque, je l'ai dit, la RCC, c'est un accord collectif, donc ça nécessite une négociation. Pour arriver à cette négociation, pour arriver à obtenir l'accord, il y a bien souvent des discussions difficiles, notamment sur les mesures, et il y a de la surenchère. Donc, in fine, on va être contraint, pour pouvoir obtenir cet accord et pouvoir éviter de rentrer dans une négociation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, on va être contraint d'accepter, d'améliorer les mesures qu'on propose, donc à la fois les mesures d'accompagnement, le congé de mobilité, la rémunération du congé de mobilité, les budgets formation, mais à la fois les mesures indemnitaires. Parce que je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, une rupture conventionnelle collective qui emporte rupture du contrat d'un commun accord implique le versement des indemnités de licenciement qui sont les mêmes indemnités de licenciement que dans le cadre d'un licenciement économique. Donc, pas forcément. Une question, je vois une question, donc je pose. Donc la rupture conventionnelle collective implique-t-elle des contributions au titre de la revitalisation comme pour un PSE? Là, je vois que j'ai affaire à un expert du sujet. Et oui, effectivement, il faut bien avoir ça à l'esprit. Une rupture conventionnelle collective, au même titre qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, implique qu'on peut être assujetti. On peut être assujetti à la revitalisation. Dans les faits, les règles non écrites de la revitalisation, c'est toujours un minimum de 20 postes. On voit très rarement quand même des assujettissements quand on supprime moins de 20 postes.
mais plus de 20 postes sur un bassin donné, que ce soit un PSE ou une ERCC, il y a quand même un risque fort d'assujettissement. Après, la directe, ce qu'elle va regarder, c'est aussi le nombre de postes concernés par rapport à un bassin donné, par rapport à la densité de ce bassin. 20 postes dans une petite commune, j'allais citer un petit nom de commune, mais je ne veux pas être désagréable, donc je ne citerai pas le nom de commune, mais 20 postes dans une petite commune rurale, il y a de fortes chances que l'entreprise soit assujettie à la réutilisation, même si c'est une URCC. 20 postes en région parisienne, le risque sera quand même largement moindre. Mais il n'y a pas de différence de ce point de vue entre RCC et PSE. La revitalisation s'applique de la même manière. Donc, pour rappel, hein, la revitalisation, c'est un dispositif franco-français qui impose à une entreprise qui supprime des postes sur un bassin donné de revitaliser le bassin pour permettre la recréation de ces postes supprimés. Et l'assujettissement, en fait, c'est une taxe qui peut aller jusqu'à 4 fois le SMIC par nombre de postes supprimés. Une nouvelle question, toujours à propos de la RCC. Quelle posture ont les syndicats nationaux sur la rupture conventionnelle collective? Alors, ils ont au début une posture de prudence sur la rupture conventionnelle collective, de grande prudence, parce qu'ils avaient peur d'un terme qu'on employait beaucoup, qu'on emploie toujours beaucoup, qui est le PSE déguisé. Aujourd'hui, clairement, la posture de la plupart des syndicats, il y en a très peu aujourd'hui qui sont vraiment dans une posture de blocage sur la RCC. Ça m'ennuie de citer le nom de syndicat, mais on est peut-être à part Sud. Mais voilà, globalement, il n'y a pas de blocage. En revanche, ils ont vraiment progressé dans leur maîtrise de ces dispositifs. Je vous disais, hein, ils ont pris la crise comme ça en pleine face, mais là maintenant, ça fait quelques mois que ça dure et ils ont progressé, ils la maîtrisent mieux. Et donc maintenant, ils vont plutôt être enclins à accepter ce type de dispositif, mais à négocier beaucoup les mesures qui vont accompagner la RCC. Donc en faisant pencher dans la balance qu'ils veulent bien accepter une RCC plutôt qu'un PSE, mais si les mesures sont dignes de ce nom. Alors, belle transition sur le PSE. Oui. J'ai en même temps vu une phrase qui a capté mon attention. Il faudra qu'on active sur PSE car timing avancé. Effectivement, quand le timing l'impose, il y a aujourd'hui, et on y reviendra, quand même parfois des situations où il n'y a que le PSE qui reste envisageable. Alors, le plan de sauvegarde de l'emploi, pour rappel, hein, pour les moins experts d'entre vous, c'est un dispositif juridique qui s'impose à l'entreprise qui prévoit de supprimer plus de 9 postes sur un même site qui compte au moins 50 salariés. Donc là, on parle bien d'entreprise d'au moins 50 salariés et donc plus de 9 postes sur un même site. Si vous supprimez 10 postes dans une entreprise qui compte 100 salariés sur un site, vous devrez entrer dans une négociation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, c'est une procédure d'information-consultation, donc c'est une procédure de négociation spécifique qui est encadrée par des délais préfixes. Cette négociation elle doit durer 2 mois maximum quand il y a moins de 99 postes supprimés, 3 mois lorsqu'on est entre 100 et 249 postes supprimés, 4 mois lorsqu'on est à plus de 250 postes supprimés. Donc, concrètement, une négociation de plan de sauvegarde de l'emploi ne peut pas durer plus de 2 mois si on supprime moins de 100 postes. Donc ces 2 mois, ils s'entendent à compter de ce qu'on appelle la réunion 1 jusqu'à la dernière réunion, donc la réunion où le CSE rend son avis. Sachant que une négociation de plan de sauvegarde de l'emploi, il y a un minimum de 2 réunions, le plus souvent 3, puisque quand on recourt à un expert, on doit avoir au moins 3 réunions du CSE et le recours à l'expert est quasi systématique. Donc, bien souvent, c'est un minimum de 3. Bien souvent, c'est plus que ça. Et bien souvent, il y a une étape avant la réunion 1, donc à partir de laquelle le délai court, qu'on appelle la R0. C'est l'étape à laquelle, en fait, la direction va annoncer le projet à ses partenaires sociaux. Donc, ce plan de sauvegarde de l'emploi implique la négociation de livres, le livre 2 et le livre 1. Je le dis dans ce sens-là parce que c'est plutôt l'ordre dans lequel on les
produit. Donc le livre 2, c'est là où on va décrire les justifications économiques de ce plan. Et le livre 1, c'est là où on va décrire les catégories impactées, les critères d'ordre, le calendrier, les mesures sociales, bien sûr, d'accompagnement et les mesures indemnitaires. Sachant que, encore une fois, dans un plan de sauvegarde de l'emploi, on ne parle pas de licencier des gens, on parle de supprimer des postes. Et ça, ça se retrouve concrètement dans la rédaction de ce livre 1, puisque on supprime des postes, on doit trouver une manière objective de désigner du coup les personnes qui seront licenciées du fait de ces suppressions d'emploi. Et c'est pour ça qu'on définit des critères d'ordre. Les critères d'ordre, c'est tout simplement des critères en fonction de l'âge, en fonction de l'ancienneté, en fonction parfois même de qualité professionnelle, qui vont attribuer un certain nombre de points. Et c'est en fonction de ce nombre de points qu'on dira qui, dans une catégorie où il y a des postes supprimés, qui est concerné par un licenciement et qui ne l'est pas. Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, là encore, la directe a un rôle important. Elle a un rôle de validation lorsque ce plan de sauvegarde de l'emploi fait l'objet d'un accord majoritaire. Donc c'est simplement une validation, ça dure 15 jours. Et dans ce cas-là, la directe ne valide que la conformité de la procédure. En revanche, s'il s'agit d'un accord unilatéral, c'est-à-dire qu'on peut négocier un plan de sauvegarde de l'emploi sans l'accord majoritaire des organisations syndicales, si c'est un document unilatéral, là, la directe va homologuer. Elle aura 21 jours pour le faire et elle va, pour le coup, regarder vraiment le contenu du livre 2 et aussi du livre 1. Donc, ça veut dire la qualité des mesures, leur proportionnalité à l'impact social du plan. Et donc, elle pourra retoquer ce plan de sauvegarde de l'emploi si elle considère que les mesures ne sont pas suffisantes. Donc là, on rentre, et je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui sur ce point-là, parce qu'il est déjà 19h24, mais on rentre dans un point important de stratégie, c'est-à-dire que, et là encore, c'est très important de bien savoir quelle est la qualité de notre dialogue social, puisqu'il va falloir choisir en quelque sorte entre, je vise plutôt un accord, et donc je vais plutôt jouer vraiment sur la négociation avec mes partenaires sociaux pour obtenir cet accord, ou alors je vise plutôt le document unilatéral parce que je sais que je n'arriverai pas à l'accord. Mais dans ces cas-là, les mesures que je vais prévoir, c'est les mesures qu'attend la directe. Et il faut avoir un bon dialogue pour le coup avec la directe pour savoir quelles mesures elle attend. Et évidemment, éviter que son plan soit retoqué parce que s'il est retoqué au moment où on le dépose, il faut reprendre la procédure depuis le départ. Alors, bien heureusement, il y a des échanges qui se font avant le dépôt définitif et officiel du plan, qui permettent quand même d'avoir déjà un petit peu les retours de la directe sur les mesures qu'on prévoit. Précision quand même, un plan de sauvegarde de l'emploi, des licenciements économiques dans une entreprise de plus de 1000 salariés effectifs européens impose à l'entreprise de prévoir le congé de reclassement. Le congé de reclassement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très proche du congé de mobilité. C'est un dispositif qui permet aux salariés de rester dans l'effectif de l'entreprise, d'être toujours rémunéré par l'entreprise par une allocation de congé de reclassement, mais de consacrer tout son temps à son nouveau projet, à sa recherche d'emploi, pour une durée qui est définie dans le plan, 4 à 12 mois, parfois plus, et pour une rémunération là aussi qui est définie dans le plan. À l'inverse, dans les entreprises de moins de 1000 salariés effectifs européens, un licenciement économique implique la possibilité de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, donc du CSP, qui lui est pris en charge par Pôle emploi. Simplement, un salarié qui accepte d'adhérer au CSP dans ce cadre, son préavis sera versé à Pôle emploi. Il ne sera pas versé aux salariés, mais dès le premier jour, il sera pris en charge par Pôle emploi sur une rémunération qui est bien plus intéressante que celle de l'ARE, l'allocation classique de retour à l'emploi, puisque c'est 75% du brut. Que ce soit le congé de reclassement ou le CSP, c'est une proposition, mais le salarié a la faculté de refuser d'adhérer à ces dispositifs. S'il refuse, dans ces cas-là, il se retrouve chez Pôle emploi, mais avec l'allocation classique de l'ARE. Alors, juste pour terminer sur ce sujet du PSE avant les questions, une chose importante toujours à avoir à l'esprit, c'est que c'est pourquoi on l'appelle comme ça. PSE, c'est plan de sauvegarde de l'emploi. Donc à la base, ça a été imaginé pour décrire tout ce qu'on va mettre en œuvre pour éviter au maximum les licenciements. Et quand on n'a pas pu les éviter, toutes les mesures sociales qui vont limiter l'impact de ces licenciements.
Donc, éviter les licenciements, ça veut dire déjà qu'il y a des éléments obligatoires qui doivent être prévus en matière de reclassement interne. Et ça, c'est un point très important qui est souvent source de contentieux à l'issue. Que ce soit par le partenaire social ou par la directe, le fait de prévoir une phase de volontariat est toujours quelque chose de très apprécié, parce que ça permet, plutôt que de contraindre, hein, on parle toujours de licenciement contraint versus volontariat, plutôt que de contraindre des gens à être licenciés, à des personnes qui leveraient la main, de sauver un poste en proposant un départ. Donc ça, c'est pour éviter les licenciements. Et puis, donc, pour limiter l'impact de ces licenciements, ben, c'est là qu'on doit proposer toutes ces mesures, donc, que sont le congé de reclassement, mais aussi des mesures budget de formation, des mesures d'aide à la création d'entreprise, des mesures de compensation de perte éventuelle de salaire quand on trouve un nouvel emploi, des aides à la mobilité, etc. Tout un tas de mesures qui doivent être prévues pour limiter cet impact. A priori, pas de questions, donc on va continuer. Je vais prendre la main, je me présente juste rapidement. Donc moi, je suis Marion Gargadenec, je suis chef de projet chez HRCP également. Je travaille avec Charles, notamment sur toute la partie animation des relations avec les équipes RH, les managers, les représentants du personnel et les salariés sur les sites. Et là, ce qu'on voulait faire, c'était vous partager un petit peu un élément qui vaut aussi 50% de la réussite d'un projet de réorganisation ou de transformation, à savoir la communication. Vous l'avez vu, on espère avoir pas été trop compliqué dans nos explications, mais l'aspect juridique sur tous ces projets-là est extrêmement sensible et beaucoup d'entreprises ont tendance à se focaliser sur cet aspect juridique en se disant il ne faut pas que je rate une étape de la procédure, il faut que je choisisse bien, etc. Et ont tendance malheureusement à oublier une grande partie de la réussite d'un projet qui est la communication. N'oubliez jamais, vous le voyez déjà dans vos entreprises, la communication, c'est le pouvoir. La personne qui prend la main sur la communication prend la main sur les négociations. Et la qualité du dialogue social, la qualité de la relation avec les collaborateurs pendant un projet de transformation, ça va être un grand facteur de réussite ou non du projet de transformation que vous pourriez avoir. Donc, ce qu'on voulait vous présenter aussi, ce qu'on voulait partager avec vous, c'était quelques retours d'expérience sur des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques par rapport à toute cette communication, tous ces projets qui vont pouvoir être lancés et comment vous pouvez prendre la main sur les échanges. Ce qu'il faut savoir, c'est que, attention, on parle de juridique, on parle d'engagement fort, avec en plus des notions de négociation. Donc, il y a toujours une chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est quels sont les risques quand je communique à tel et tel interlocuteur. Pensez toujours qu'il y a ce fameux danger du délit d'entrave. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans le chat. Mais il est extrêmement important de structurer votre communication et de bien communiquer auprès des bonnes personnes selon un calendrier qu'il faut que vous ayez en tête en amont. Déjà, quand on lance un projet de réorganisation, c'est clairement pas du jour au lendemain, parce qu'il y a déjà tout pas mal de choix, de statuts, quel va être le projet que l'on va prendre, des justificatifs à présenter. Donc, il faut que vous ayez une stratégie d'anticipation de votre communication. Choisissez d'abord ce qu'on va appeler, nous, une équipe projet, à savoir des interlocuteurs de confiance, une équipe très restreinte, avec qui vous allez pouvoir communiquer, préparer tous les échanges que vous allez avoir et notamment être sûr d'avoir des interlocuteurs qui vont pouvoir vous ramener les informations nécessaires. Je vous donne des exemples. Tout simplement réussir à trouver des justificatifs économiques si on est dans le cadre d'un PSE pour expliquer pourquoi vous allez lancer la démarche, mais également des interlocuteurs qui ont une vision stratégique qui vont vous permettre de dire dans 2 ans, dans 3 ans, quels vont être les besoins en termes d'effectifs, en termes de compétences que l'on aura pour bien choisir les catégories que l'on va cibler. Et bien sûr, ne pas oublier de mettre dans la boucle des interlocuteurs financiers qui vont être là pour vous aider aussi à projeter tous ces enjeux et tous ces échanges de budget, de prévisionnel que vous allez pouvoir avoir. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est de jouer sur la confidentialité. Donc, quand on va parler de confidentialité, c'est pas juste se dire, bon, on est d'accord, on reste entre nous, on n'en parle pas aux uns et aux autres. Non, ça va plus loin. Ça veut dire mettre des mots de passe
sur les dossiers que vous allez utiliser. Ça veut dire éviter, je vais jouer la caricature, mais je l'ai vu chez des clients, de mettre des gros rendez-vous CODIR, projet de transformation de l'entreprise. Appelez ça plutôt projet machin chose ou projet bidule truc. Souvent plusieurs personnes qui peuvent avoir accès à votre agenda. Évitez de lancer des impressions sur l'imprimante collective. Toujours retour d'expérience. Hein. On évite ce type de problématique, mais c'est du vécu. Donc, ce n'est pas forcément le plus simple. Et ce qui va être extrêmement important, c'est que vous allez devoir choisir une communication. Parce que l'enjeu, quand on va parler de réorganisation, ce n'est pas de dire « je suis là pour supprimer des postes, je suis là pour redresser l'entreprise », c'est plutôt de dire « je suis là pour préserver un certain nombre d'emplois, je suis là pour garantir la continuité de l'activité si on peut la garantir ». Et du coup, d'avoir un argumentaire qui va être précis, prévu avec tous les interlocuteurs dédiés au projet qui seront sur la même ligne de discours et sur les mêmes mots à employer, des mots forts, des termes qui vont être simples. On parle de communication de crise, hein, c'est pas pour rien. Dès que vous allez parler de réorganisation et de transformation, vous allez parler de situations individuelles, de gens qui vont être impactés. Et donc, forcément, c'est pas le meilleur de l'humain qui va ressortir à ce moment-là. C'est pas les aspects rationnels qui vont arriver, c'est des aspects affectifs. Donc, il faut impérativement que l'équipe projet soit prête. Ce qui est également important, c'est de préparer la médiatisation potentielle. Vous avez toutes et tous vu certainement dans la presse des grands plans de réorganisation qui ont été annoncés de façon plus ou moins claire, plus ou moins maîtrisée. J'ai travaillé avec une entreprise cette année, bien évidemment, je ne citerai pas, mais qui avait décidé de bien maîtriser sa communication. Donc, les premiers interlocuteurs qu'il prévenait, c'était la presse. Donc, les salariés, en fait, en ouvrant le journal le matin, ont découvert qu'il y allait y avoir X postes supprimés. Voilà la liste des mesures qui pouvaient être mises en place. Je ne vous raconte pas l'ambiance à la machine à café et l'arrivée du directeur sur le site. Toujours expérience vécue cette année. Donc, pensez-y, c'est des éléments qu'il faut vraiment structurer, anticiper et sur lesquels il faut que vous vous posiez sur la même valeur, sur le même temps consacré que vous pouvez prévoir pour la notion de stratégie. Jean-Baptiste, je te laisse te connecter si tu veux pour rebondir sur des questions. Je crois qu'il y en a tout de suite. Oui, effectivement, une question vient d'arriver. Comment ça se passe dans une entreprise dite libérée, entre guillemets? Alors, le principe de l'entreprise libérée, c'est que normalement, il y a des échanges qui sont relativement fluides, qu'il n'y a pas forcément de direction et d'hiérarchie qui sont mises en place. Très concrètement, toutes les entreprises dites libérées en situation de crise reviennent des entreprises normales, à savoir, on est sur de la gestion de dynamique individuelle, sur du protectionnisme personnel et très souvent, ce type de structure se retrouve dans des organisations plus classiques de commission de crise avec une équipe projet qui va être là pour porter la discussion et des négociations aussi qui vont se faire en interne. Après, moi, j'ai vu des entreprises aussi très paternalistes, on va dire sur des modèles beaucoup plus classiques, qui avaient une communication très fluide, des échanges très constructifs et qui, au final, se retrouvaient plus dans un modèle de communication libéré pendant cette situation de crise qu'ils pouvaient le rencontrer en temps normal. Donc, tout va vraiment dépendre de la qualité de votre dialogue social et de la préparation que vous aurez pu avoir en amont surtout. Après, on peut aussi entendre la question de deux manières. Le fait qu'il faille avoir une communication un peu réglementée, notamment quand on doit mettre en place un plan scolaire de l'emploi, n'exclut pas, bien au contraire, de maintenir une bonne relation avec ses partenaires sociaux, avec ses managers, etc. pendant cette période-là. Là, c'est plus à chacun d'évaluer un petit peu la qualité des relations qu'il peut avoir avec ses partenaires sociaux notamment. Moi, j'ai un certain nombre de clients qui arrivent finalement à discuter de quasiment tous les points de manière informelle avant les réunions formelles. Et finalement, ces réunions formelles sont très rapides.
parce que les points ont été discutés en amont. Donc, quelque part, on calque une organisation obligatoire de procédures qu'on respecte, mais ça n'empêche pas les échanges informels, et c'est quand même ce qui va permettre bien souvent d'aboutir à l'accord, parce que c'est important de pouvoir garder cet échange indépendamment du cadre structuré de la procédure. C'est hyper important que vous réussissiez à créer des stratégies d'alliance pour mener à bien votre projet. Des stratégies d'alliance en interne, forcément par rapport à la relation avec vos managers, avec vos représentants du personnel, mais également en externe, avec la directe. Il faut que vous ayez des échanges hyper réguliers avec eux pour éviter d'arriver à la fin de vos négociations avec un retocage de l'accord que vous avez pu négocier. C'est hyper important que vous puissiez avoir des échanges fluides. Pour autant, ce qui est important, c'est qu'il y a des procédures, je vous en ai parlé tout de suite en introduction, avec ce risque de délit d'entrave et un certain nombre un rythme, si vous voulez, de communication à avoir. Les premiers interlocuteurs que nous, on peut vous conseiller de contacter, et ce sera bien évidemment du off, puisque la procédure officielle se lance quand vous avez pris contact avec les représentants du personnel, c'est la directe. Si vous voulez en faire votre allié, il ne faut surtout pas que cette dernière apprenne que vous allez lancer un plan de réorganisation par vos élus. Vous allez vous la mettre à dos dès le départ. Donc souvent, nous, ce qu'on encourage, c'est quelques jours avant la démarche, de les appeler pour leur demander un rendez-vous. Et dans ce rendez-vous, dire que vous les voyez de façon off pour les prévenir en toute confidentialité que vous allez être obligé de lancer un plan de réorganisation, un plan de transformation de votre entreprise, que vous avez prévu d'échanger avec vos élus à partir de telle date, mais que par courtoisie, pour faciliter les échanges, vous souhaitiez l'en informer au préalable et que bien évidemment, vous êtes preneur de tous les conseils, retours d'expérience et recommandations qu'elle pourra vous donner. Ça, c'est important. Si je peux me permettre, c'est à la fois pour effectivement éviter que la directe ne la prenne par d'autres, ce qui du coup peut effectivement la braquer et l'inciter à ne pas avoir confiance ou imaginer qu'il y a des choses qui sont cachées. Et c'est aussi parce qu'il vaut mieux que vous maîtrisiez votre communication. Si c'est vous qui communiquez les premiers, vous allez pouvoir faire passer le message que vous souhaitez. Et si c'est pas vous qui communiquez les premiers, si c'est les partenaires sociaux par exemple, eh bien c'est leur message à eux qui passera en premier. De la même façon, et alors avec les élus locaux, c'est un petit peu plus particulier. Tout va dépendre de l'impact de votre réorganisation. Si clairement, vous supprimez quasiment un quart des postes sur un bassin ou sur un territoire, c'est important que vous ayez communiqué, que vous ayez échangé avec les élus locaux en amont. Et pas forcément le maire de votre commune, ça peut remonter aussi beaucoup plus haut avec le préfet au niveau du département, parfois même au niveau de la région, si on a plusieurs impacts, quitte même à remonter certaines fois sur du ministère, si vous êtes dans une grande structure, avec des multisites qui vont être impactés. De la même façon, attention toujours au niveau des délais et au niveau des échanges sur la confidentialité pour ne pas risquer un délit d'entrave par rapport à ces échanges. Là encore, on a eu des cas d'élus, d'un maire par exemple, qui a appris un plan de sauvegarde de l'emploi dans la presse, donc il l'a très mal pris et qui du coup lui-même après s'est pendu dans la presse, évidemment à charge, ce qui n'a certainement pas facilité derrière les négociations de ce plan. Donc c'est important que les élus locaux concernés soient contactés également. Il faut autant que possible le faire de manière concomitante pour éviter effectivement ce délit d'entrave. Encore une fois, dans le cadre d'une procédure d'information-consultation, il n'y a pas d'informations qui doivent être divulguées avant que le CSE ne soit informé, normalement. Mais ça peut être assez concomitant. Ce qu'il faut, c'est le faire pas trop avant, mais suffisamment concomitamment pour que l'élu local en question ne la prenne pas dans la presse. Ce qui veut dire qu'on peut imaginer une information des partenaires sociaux le matin et une information de l'élu l'après-midi, par exemple, ce qui évite ce genre de risque. Vos représentants du personnel vont être forcément les acteurs clés, puisque déjà, dans toutes les procédures, c'est eux qui vont être vos interlocuteurs au quotidien.
attention au niveau de ces représentants du personnel à bien prévoir des stratégies d'alliance. N'oubliez pas qu'ils ne sont pas là que dans leur rôle de négociateur de l'accord. Ils ont toujours aussi une casquette de représentation des intérêts des collaborateurs, mais il y a également des messages qui leur sont portés par rapport à leur syndicat, par rapport aux différentes casquettes qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est important que vous connaissiez bien vos interlocuteurs pour bien négocier avec eux. Vous pouvez aussi avoir bien évidemment des échanges off entre deux réunions pour avancer sur tel et tel projet. Expliquer sur quels axes vous pouvez lâcher, mais quels autres axes vous ne pouvez pas lâcher. Il y a aussi un jeu qui est important, c'est qu'il ne faut surtout pas que ces interlocuteurs aient l'impression que tout leur est rendu obligatoire. Il faut qu'ils puissent ressortir avec une notion de victoire. J'ai négocié ça de mon côté. Donc, ce qui veut dire que dans les premières propositions qu'il va falloir leur faire, vous allez faire des propositions très basses, ils vont demander très haut et vous allez arriver au fur et à mesure des échanges sur un juste milieu pour qu'ils puissent sortir aussi la tête haute des négociations et parler tout simplement aux collaborateurs en disant voilà où est-ce qu'on en est au niveau des avancées. Quand on parle de communication sur où est-ce qu'on en est au niveau des avancées, ne laissez surtout pas la main de la communication aux représentants du personnel. Si vous leur laissez la main, vous leur laissez la légitimité sur toute la communication. Du coup, vous les laissez maîtriser votre plan. Il faut que vous gardiez impérativement la main sur tous les échanges et notamment sur des points réguliers que vous devez faire, que vous devez prendre en main vis-à-vis des collaborateurs. Alors, tout ça se négocie parce que dans notre calendrier, vous avez du coup les informations aux représentants du personnel. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'au niveau de l'équipe projet, vous avez défini au départ. Il y a certains interlocuteurs qui sont là directement pour les réunions, les échanges avec les représentants du personnel. Mais au moment où vous allez annoncer ce projet de transformation, il doit y avoir un ou deux membres de l'équipe qui va commencer à faire la communication directement auprès des managers. N'oubliez surtout pas que c'est ces managers qui vont être en contact direct avec les opérationnels, qui vont se retrouver dans la pire situation du monde parce qu'eux-mêmes sont peut-être concernés. Ils sont sollicités par les interlocuteurs qui vont nous demander bah, « toi, tu es mon responsable, donc donne-moi des infos, qu'est-ce que je devrais faire, etc. » Ils se posent des questions, ils n'ont pas accès à toutes les infos, donc il faut impérativement que vous les choyiez, que vous soyez là pour les accompagner, pour vous rendre disponible. Et donc, il faut qu'en parallèle des informations au CSE, vous puissiez très rapidement communiquer auprès de vos managers de terrain pour leur expliquer, pour leur donner des éléments de langage et les impliquer en fait dans votre équipe projet. Et de la même manière, moi, dès les premières réunions, ce que j'ai tendance à proposer, c'est de demander aux représentants du personnel si vous, en tant qu'entreprise, en tant que direction, vous pouvez directement informer les collaborateurs des négociations qui vont être lancées. Les représentants du personnel, généralement, vous remercient de le faire parce que ce n'est pas eux qui annoncent les mauvaises nouvelles. Mais du coup, c'est une manière pour vous de prendre la main sur la communication et immédiatement d'estampiller dans l'imaginaire collectif de l'entreprise que vous êtes l'interlocuteur sur toutes les réunions d'information. Et du coup, bah forcément, vous gardez la main tout au long de la communication sur le projet et sur l'avancée des négociations. Alors, si on continue, parce que là, je vous ai parlé plus de la communication en mode structurel et de la stratégie de communication à avoir. On ne va pas se mentir, l'une des difficultés quand on est sur ce type de projet, c'est pas les meilleurs environnements du monde, c'est pas là, c'est pas ces environnements que l'on a envie d'accompagner en tant que manager, en tant que RH, en tant que DAF, en tant que directeur ou directrice globale d'une structure. Donc, il faut aussi un petit peu de bagage, un peu d'outillage pour être légitime et ne pas faire d'erreur au fur et à mesure de notre communication. Là, ce qu'on vous propose, c'est une présentation en fait de la posture que vous pourriez avoir basée sur l'analyse transactionnelle. En fait, vous allez le retrouver avec des petits numéros ici. Je récupère ma souris. Les positions en fait et les comportements des collaborateurs dès qu'il va y avoir une annonce de changement. Annonce de changement qui peut être une mobilité, qui peut être un risque de disparition de poste, un risque
d'évolution de leur rémunération, de leur contrat de travail. C'est un phénomène humain. Dès qu'il y a du changement, on a en règle générale le même type de comportement. Et face à ces comportements, quelques petits trucs et astuces à avoir pour bien rebondir en tant que manager. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on a une annonce du changement, naturellement, l'être humain va se mettre en mode warning, il va y avoir un problème, donc c'est tout le côté doute, crainte qui va ressortir. Vous allez avoir des comportements aussi qui ne sont pas forcément toujours les plus positifs, mais qu'il faut accepter. Dites-vous bien une chose, c'est que le rôle que vous allez prendre en fait pendant cette période de changement, pendant cette période d'annonce, c'est que vous n'allez plus être un être humain pour vos collègues. Fini Marion, la collègue que l'on pouvait voir depuis des années, elle est uniquement chef de projet et vous allez être résumé à une fonction. Et notamment, cette fonction, c'est chef de projet, représentante de l'entreprise et c'est elle qui impose la réorganisation. Donc, pas la meilleure situation du monde, je le reconnais maintenant, ça fait partie du rôle de manager et ça fait partie de la posture que vous allez devoir avoir. Donc, il faut vous attendre face à ça à avoir des situations et des comportements plutôt négatifs, soit des gens qui ne comprennent pas, des gens qui vont présenter de l'inquiétude de façon plus ou moins forte, plus ou moins marquée, voire même des personnes qui vont se mettre des œillères en disant non, 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 c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. La seule posture, la seule action que vous pouvez faire pendant cette période-là, c'est donner de l'information, c'est communiquer, c'est de prendre le temps d'être disponible pour donner de l'info, essayer d'être sûr que l'ensemble des interlocuteurs aient accès aux différents éléments. Ça veut dire aussi peut-être reformuler régulièrement, prendre du temps individuel avec chacun des membres de votre équipe pour vérifier qu'il a bien ou elle a bien toutes les informations par rapport à la démarche. Ça va permettre aux gens de mûrir, d'évoluer dans leur réflexion et de se dire « Ok, j'essaye d'intégrer les informations et du coup, par rapport à ça, je vais commencer à réfléchir. Quels sont les impacts pour moi? Qu'est-ce que ça va représenter ?» Et donc, les uns et les autres vont se dire en termes d'enjeux, quelles sont les opportunités? Bon, surtout, quels sont les risques? Moi, je reviens sur les risques encore, d'être toujours dans cette phase de négatif. Et là, vous allez avoir les crises de larmes, les crises de colère qui sont aussi tout à fait légitimes, tout à fait normales. Il faut prendre le temps d'écouter, de guider, de répondre aux interlocuteurs, de redonner de l'information et toujours vous rendre disponible. C'est ça qui est extrêmement important. Il faut que vous vous réserviez du temps pour pouvoir répondre aux sollicitations et même pour provoquer ces sollicitations de collaborateurs en allant au-devant des gens, parce qu'il faut qu'en fait, ils commencent à réfléchir à l'avenir. Et donc, l'enjeu pour ça, ça va être de se dire, OK, j'accepte la situation parce que de toute façon, elle n'est pas liée à moi individuellement, c'est lié au collectif. Donc, je vais commencer à réfléchir au pourquoi, du comment. Et là, je vais commencer à me projeter en me disant très concrètement, qu'est-ce que ça peut m'amener? Qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi? Et les collaborateurs, les collaboratrices vont commencer à réfléchir sur leur projet, sur les nouveaux enjeux qu'ils vont pouvoir avoir. Donc, c'est-à-dire que vous, pendant ce temps-là, vous allez vraiment pouvoir encourager les gens, donner des messages positifs. Alors, l'idée, c'est pas de leur dire « Ouh, on est dans le monde des bisounours, tout va bien, etc. » mais de chercher à valoriser au maximum leurs compétences, valoriser leur carrière, leur parcours, leur qualité d'échange, en tout cas leur donner des retours, des feedbacks très positifs sur eux parce que c'est le principe de la période de doute. Si on n'entend que du négatif, on reste dans une spirale négative. Si on commence à entendre du positif, si on commence à entendre de la reconnaissance de ses compétences, on va prendre confiance en soi et on va avancer pour arriver sur la dernière étape qui est tout simplement de se dire OK, il y a un contexte qui évolue, je vais peut-être avoir des évolutions sur mon poste. Comment est-ce que je peux prendre en compte les éléments? Comment est-ce que je peux me les approprier et commencer à partir sur un projet? Et là, vous pourrez arriver dans un rôle plus de manager accompagnant qui va aider les gens à se projeter sur le futur. Alors, c'est bien joli, hein, mon tableau, je le reconnais, mon graphique écrit comme ça semble extrêmement facile. Là où ça va être plus compliqué, c'est qu'on est face à des êtres humains. C'est toute la richesse de nos métiers, mais c'est aussi toute la complexité. Ce qui veut dire que chacun aura son rythme individuel, chacun aura ses réactions
qui vont être personnels. Vous allez avoir des interlocuteurs qui vont rester dans un coin et qui ne vont pas parler, qui vont dire oui, tout va très bien, c'est bon. Vous allez avoir d'autres qui vont être en mode crise de larmes et qui vont vous solliciter énormément. Votre rôle en tant que manager, en tant qu'interlocuteur d'une direction pendant cette période-là, c'est de vous rendre disponible, de proposer aux uns et aux autres toujours le même temps et d'essayer, je dis bien essayer, d'accompagner les interlocuteurs dans la phase de deuil, la phase de passation. Et surtout, ce qui est important, c'est de se dire que vous ne devez pas être Superman et Superwoman. Vous ne pouvez pas gérer toutes les situations. Donc, il y a toujours des dispositifs d'aide psychologique, d'autres managers, des équipes RH qui peuvent être à votre disposition pour aussi vous aider à solutionner et à accompagner des situations un peu plus complexes. Ce qui va être vraiment important, ce que vous devez retenir en termes de trucs et astuces, c'est que votre communication doit être extrêmement claire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des grands mots alambiqués. Les gens sont en situation de stress, en situation de crise. Donc, il faut avoir tendance à se dire qu'à chaque fois que vous faites une communication, vous cherchez à passer un seul message, quitte à revenir plusieurs fois communiquer auprès des personnes. On ne cherche pas à donner toutes les informations du monde, on donne l'essentiel, on s'exprime clairement et on n'hésite pas à reformuler, quitte à reformuler en individuel avec chacun des collaborateurs et chacune des collaboratrices pour vraiment permettre aux uns et aux autres de s'approprier les informations. L'écoute active a toute sa valeur ajoutée, ce qui veut dire que ce n'est pas simplement donner le message, c'est vérifier que les interlocuteurs se le sont bien appropriés, que vous allez pouvoir reformuler vous plusieurs fois de manière différente les informations pour être sûr que les uns et les autres comprennent, qu'ils aient le temps de s'exprimer. Et surtout, l'astuce numéro 1 que je peux vous conseiller, c'est de vous réserver, allez, 20 à 25% de votre temps. Ça peut sembler énorme quand on sait qu'on a plein de choses à gérer, mais uniquement dédié à la communication et au fait d'être disponible pour votre équipe pour pouvoir avoir cette vraie phase de communication et cette vraie phase d'écoute active. Il y a des comportements aussi qu'il faut éviter. La pire situation que j'ai vue, c'est le côté menace. Imaginez, vous avez un dispositif de volontariat qui peut être en cours et vous vous dites c'est l'occasion de vous débarrasser de Brigitte ou de Roger que dans votre équipe vous ne pouvez pas voir. Toute similitude avec des personnes ayant existé est tout à fait fortuite, je tiens à le préciser. Mais en tout cas, en tant que manager, vous devez garder cette objectivité. Et moi, j'ai eu des collaborateurs qui venaient me voir en me disant c'est horrible, j'ai mon manager qui me dit que de toute façon, j'ai intérêt à me porter volontaire, puisque dans tous les cas, sinon, demain, je serai mutée à Tataouine-les-Bains, je vais me retrouver sur les pires dossiers du monde, etc. Surtout, ne faites pas ça. Cherchez à avoir le plus d'objectivité possible, à ne pas prendre parti, à être uniquement là en tant que communicant, en tant qu'aide, en tant que personne disponible, prête à faire confiance à ses équipes, à les aider surtout à reconnaître toute leur valeur ajoutée, toutes les compétences. C'est l'idée de l'effet Pygmalion. Si vous leur donnez une image positive, ils auront une image positive d'eux-mêmes et du coup, ils seront dans cette spirale positive. Si au contraire, vos doutes, vos interrogations ressortent, et malheureusement, vous allez créer un effet boule de neige qui va faire que vos collaborateurs et collaboratrices seront eux-mêmes dans cette situation de stress, dans cette situation d'effet négatif, de spirale négative et forcément, vous allez créer du doute alors que vous pouvez à côté chercher à maîtriser à 100% votre communication, qu'il peut y avoir du positif pour les uns et les autres. Voilà, donc attention surtout à bien maintenir une communication, à bien maintenir de la disponibilité et à prendre le temps de réfléchir en amont pour être sûr que vous puissiez maîtriser au max les informations qui vont être données, le temps que vous allez consacrer aux personnes et surtout les messages qui vont être transmis aux uns et aux autres pour éviter des phénomènes de rumeur.
Je suis allée un petit peu vite sur la démarche, mais pour essayer de vous donner le plus d'informations et de laisser un temps de questions-réponses sur la fin. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous vouliez voir, des commentaires, des retours d'expérience, des partages que vous voudriez nous présenter? A priori, non. Eh bien, écoutez, je laisse le mot de la fin à nos organisateurs. Il y a un oui, il y a un oui. On laisse le temps à la question d'arriver. Ça peut vouloir dire aussi pas de questions, non. Pas de questions, oui, pas de questions. Ah, peut-être lui ouvrir le micro, Philippe Dreyfus. C'est bon, le micro est ouvert. Philippe, vous pouvez y aller si vous voulez. Normalement, vous pouvez parler. Alors, Votre micro est coupé, a priori, oui. Par erreur, coupé votre micro, il faudrait le réouvrir. C'était une mauvaise minute. D'accord. Ok. Question. Laurence, tu es avec nous, Laurence? Ça fait très esprit étuleur quand même. Ouais. Ah, Laurence. Voilà, bonsoir à tous. Bon, déjà, je tenais à remercier déjà pour votre participation. Je tenais également à remercier chaleureusement donc Marion, Emmanuel, Charles et puis Jean-Baptiste également pour vraiment la qualité de vos interventions, vos nombreux conseils, comme toujours. Donc en effet, je profite également de rebondir par rapport à l'invitation d'Emmanuel. Donc en effet, avec la DFCG et nos cabinets, donc à la fois HRCP et Expectra Search, nous serons ravis en fait de vous accueillir à une prochaine thématique le 16 février prochain sur les mêmes horaires sur le télétravail. Alors sur cette thématique-là, on va être amené en fait à l'aborder d'une manière un peu différente de ce qu'on a déjà vu ou entendu. L'idée, c'est vraiment en fait qu'on puisse travailler ensemble sur les nouveaux rythmes et notamment les nouvelles approches par rapport au travail et notamment de donner en fait des conseils précieux aux managers justement pour gérer cette dynamique collective qu'on peut attendre en fait de nos collaborateurs qui sont en télétravail. Donc voilà. Donc on va travailler en fait par le biais de sondages, des choses un petit peu différentes et participatives, de manière à ce que vous puissiez en tous les cas utiliser des astuces et que vous pourrez après appliquer au quotidien. Voilà un petit peu en quelques mots. Merci Laurence. Écoutez, moi, il me reste à vous remercier pour votre participation. Je ne sais pas si Emmanuel voulait dire quelque chose aussi de son côté pour conclure. Alors, on va se faire son porte-parole. Donc, merci à tous pour votre présence, pour votre participation. Et n'hésitez pas effectivement à solliciter Marion, Laurence ou Charles si vous avez une problématique qui nécessite des conseils. Voilà, merci à tous. Bonne soirée et à très vite. Portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.